Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S06B, donc la deuxième partie là, de la section S06. Euh, à la section S06A, on avait parlé de la relativité restreinte. Puis ce que je vous avais dit, c'était que la relativité restreinte, c'est la partie, on va dire, la plus simple de la relativité, même si c'est déjà extrêmement complexe, mais c'est la partie la plus simple, hein, la plus, on va dire, facile à comprendre. Et la relativité générale qu'on va faire dans la section S06B, c'est une partie un peu plus complexe, ok, mais qui est aussi beaucoup plus générale, hein. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. C'est parce que non seulement ça va permettre d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec les référentiels qu'on appelle des référentiels inertiels. Les référentiels inertiels, vous en parlerez plus quand vous serez dans votre cours de physique NYC, mais ça signifie des référentiels pour lesquels la vitesse est constante, hein. Comme c'était le cas là, de l'exemple qu'on avait fait la dernière fois, là, on avait Newton puis Einstein qui étaient chacun dans une petite soucoupe volante, là, puis qui ils se déplaçaient là, avec des vitesses constantes. Donc, ils étaient dans des référentiels inertiels. La relativité générale, ça inclut les référentiels qui sont tous les référentiels, même ceux qui ne sont pas nécessairement inertiels. Donc, ça inclut des référentiels pour lesquels la vitesse n'est pas nécessairement constante. Et qui dit des vitesses pas constantes, dit accélération. Et donc, ça inclut aussi là, la description puis les comportements des objets là, qui sont accélérés. Okay. Et on sait que pour qu'un objet soit accéléré, ben, nécessairement, il faut qu'il y ait une certaine force qui s'applique sur lui. Okay. Et les forces, ça peut être n'importe quoi. Puis entre autres, ça peut être la force de gravité. Tout ça pour vous dire que la relativité générale, ça explique aussi le comportement de la gravité. Fait que ça inclut vraiment plusieurs choses. C'est pour ça qu'on appelle ça la relativité générale. C'est très très général. Ça s'applique à ben, pas mal tous les phénomènes là, qui peuvent exister dans notre univers. Fait en gros, là, ce qu'on a de besoin, nous, pour notre cours d'astronomie et astrophysique, là, de la relativité générale, c'est de comprendre un petit peu le comportement de la gravité, puis l'effet là, qu'ont les objets massifs dans notre univers. Qu'est-ce que ça fait là, quand il y a une étoile, une planète ou une galaxie, quelque chose comme ça, ou un trou noir là, qui est présent dans l'univers, comment ça affecte son environnement. Ben, l'idée d'Einstein, c'est que c'est une théorie qui est complètement différente de celle de Newton. C'est-à-dire que dans la théorie là, de la relativité générale d'Einstein, on ne parle pas du tout de force, hein, comme le ferait Newton. Einstein explique tout le comportement des objets, comme mettons, par exemple l'orbite là, des planètes autour du Soleil ou des choses comme ça s'explique juste par ce qu'il appelle des courbures dans l'espace-temps. Okay, donc, il n'y a pas de force là, qui s'applique en Newton, par exemple, dans la théorie d'Einstein. Donc, en gros, ce qu'on entend souvent parler, c'est que Einstein dit qu'on habite dans un espace-temps à 4 dimensions. Pourquoi espace-temps? Ben, c'est parce que c'est une espèce de lien là, qu'il y a entre l'espace et le temps. Donc, on sait qu'on habite dans un espace qui est à 3 dimensions, hein. On pourrait avoir, par exemple, des coordonnées là, x, y et z pour bien situer un espace ou une position, hein, dans le monde en 3 dimensions. Et ça inclut le temps aussi. Le temps, ce serait qu'on appelle parfois la 4e dimension. Et c'est ça. Donc, on habite dans un espace à 4 dimensions. Les 3 dimensions d'espace et la 4e dimension qui est la dimension du temps. Okay. Et quand il y a un objet qui a une masse dans l'espace-temps, donc une planète, une étoile, une galaxie, peu importe, ça va créer ce que Einstein appelle une courbure dans l'espace-temps. Maintenant, comment on peut représenter cette courbure-là? Ben, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire mentalement parce que nous, notre cerveau, il n'est pas habitué là, à imaginer des trucs en 4 dimensions. On est habitué à imaginer des trucs juste en 3 dimensions. Okay? Puis, en tout cas, par analogie, une façon qu'on peut utiliser pour représenter un petit peu la courbure, pour avoir un peu une idée de ce à quoi ça correspond. Okay? Dans le fond, Einstein, il fait l'analogie suivante. Il dit, imaginons là, que notre monde, notre espace-temps, là, au lieu d'avoir un monde en 3 dimensions, un espace en 3 dimensions, imaginons qu'on avait un monde avec un espace seulement en 2 dimensions. Okay. Donc, quelque chose qui est en 2 dimensions, on peut se représenter ça dans notre tête. Ça pourrait être par exemple une feuille de papier, une feuille de carton, une espèce de feuille de plastique qui va être extensible dans notre cas. Et quand il va y avoir une courbure de l'espace-temps, ça correspondrait à courber cet espace-là dans une autre dimension. Fait que notre espace ici, notre espèce de feuille de plastique déformable, c'est en 2 dimensions. Quand on va placer une masse sur cette feuille-là, ça va la déformer. On pourrait imaginer qu'on place, là, je sais pas, une boule de bowling ici, par exemple, mais ça va déformer, ça va faire une espèce de trou comme ça.
Et évidemment, plus que la masse va être grande, plus que la courbure va être importante, plus que ça va créer un gros trou, là, une grande déformation. Okay. Fait que c'est un petit peu ça l'analogie. C'est sûr que dans la vraie vie, ça serait comme un peu plus compliqué que ça. C'est que notre espace est déjà en 3 dimensions. Puis la courbure là, de l'espace-temps, elle se ferait dans la 4e dimension. Fait qu'à quoi ça ressemble là, quelque chose qui est en 3D puis qui se fait courber dans une 4e dimension, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on utilise plutôt cette analogie-là, de quelque chose qui est en 2D puis qui se fait courber dans une 3e dimension. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est que ce que dit Einstein, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de force. Okay? Fait que par exemple, là, Einstein, s'il voulait décrire là, mettons, l'orbite de la Lune autour de la Terre, ben Newton, lui, dirait il y a une force d'attraction, une force de gravité entre la Lune et la Terre qu'on peut calculer. Puis c'est ça qui fait en sorte que la Lune est constamment attirée là, vers la planète Terre, puis elle fait une orbite elliptique. On peut démontrer ça en faisant des calculs intégrales, tout ça. Einstein, lui, ce qu'il dirait, c'est qu'il dit non, il dit il n'y a pas de force entre la Lune et la Terre, il n'y a pas de force de gravité, il n'y a pas de force attractive. Tout ce qui arrive, c'est que tous les objets se déplacent en ligne droite à vitesse constante dans l'espace-temps. Par contre, ce qui arrive, c'est que l'espace-temps, ça se peut qu'il se fasse courber. Et si l'espace-temps est courbé, puis qu'un objet, lui, se déplace en ligne droite à vitesse constante dans l'espace-temps, ben nécessairement, il va suivre la courbure de l'espace-temps. Okay. Donc, dans l'analogie, c'est ça. Imaginons que la Lune, c'est une tortue. Okay. La tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle marche sur l'espèce de feuille en plastique là, déformable. Puis, la tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle marche en ligne droite à vitesse constante. Fait qu'elle fait tout le temps juste le mettre une patte devant l'autre. Puis, elle avance comme ça. Elle pense qu'elle avance en ligne droite. Okay. Mais si on a mis une masse, là, par exemple la planète Terre, ben, ça va déformer l'espace-temps comme ça. Puis la tortue, même si elle fait juste mettre tout le temps une patte devant l'autre, elle pense qu'elle avance en ligne droite à vitesse constante. Mais comme l'espace-temps est déformé par la présence de la masse ici, ben, la tortue, elle va faire une trajectoire qui va être courbée. Elle va suivre, dans le fond, la courbure de l'espace-temps. Puis elle va se déplacer sur une trajectoire qui serait une trajectoire elliptique comme ça. Okay. Donc, c'est ça. C'est comme ça que Einstein s'y prend pour expliquer l'orbite des planètes autour du Soleil ou l'orbite de la Lune autour de la Terre, par exemple. C'est vraiment dû à la déformation de l'espace-temps. Bon, fait que c'est sûr que quand on explique ça, les gens disent, tu sais, ok, oui, on comprend l'idée, là, que bon, ça va, là, tu sais, mais les gens se disent, ok, c'est bien beau tout ça, là, mais tu sais, c'est juste comme une espèce de concours de popularité là, entre Einstein et Newton. Est-ce que tu sais ces deux théories qui sont complètement différentes, l'un parle de la courbure de l'espace-temps, l'autre parle là, de force de gravité, tout ça, mais en bout de ligne, est-ce que ça donne exactement le même résultat? C'est juste comme deux façons différentes d'expliquer le même phénomène où il y a vraiment un des deux qui est meilleur que l'autre puis qui explique mieux la réalité que l'autre? Ben, la réponse est que c'est pas juste un concours de popularité, là, c'est vraiment la théorie d'Einstein, elle explique mieux les phénomènes que la théorie de la gravitation de Newton. Okay. Un exemple de ça. Okay. Rappelez-vous qu'on avait parlé là, dans la section S06A des astres errants, puis on avait dit là, que bon, les gens avaient remarqué que l'orbite de Mercure autour du Soleil ne respectait pas les équations de Newton. Puis là, ils s'étaient mis à trouver une raison pour ça. Puis il avait là, pensé qu'il y avait une nouvelle planète là, que les gens avaient nommée Vulcain, qui serait en orbite autour là, du Soleil plus proche que Mercure, puis qui aurait déformé l'orbite de Mercure. Et finalement, c'était pas ça la raison. La vraie raison, c'est que c'est véritablement que les équations de Newton, elles sont pas parfaites. Elles fonctionnent pas tout le temps. Et ce qui arrive, c'est que quand on se trouve dans des endroits où l'espace-temps est beaucoup courbé, ben les équations de Newton commencent à donner des mauvais résultats. Alors que les équations d'Einstein, elles donnent des bons résultats tout le temps, que l'espace-temps soit courbé ou non. Okay. Et c'est un peu logique quand on y pense, parce que pourquoi que toutes les planètes semblaient respecter super bien les lois, ben la forme de l'orbite prédite là, par les équations de Newton. Pourquoi que la seule planète dans le système solaire qui respectait pas assez bien les équations de Newton, c'était Mercure? Ben, c'est logique parce que dans le système solaire, où est-ce que à quel endroit dans le système solaire est-ce que l'espace-temps est le plus courbé? Ben, c'est quand on se trouve proche du Soleil. Okay. Le Soleil, c'est évidemment l'objet qui est le plus massif là, dans le système solaire. Fait que c'est lui qui va vraiment dominer la courbure de l'espace-temps dans le système solaire. Fait que c'est sûr que quand on est proche quand on est proche du Soleil, l'espace-temps est beaucoup courbé. Et quand on est loin du Soleil, l'espace-temps est très peu courbé. Okay. Et la planète qui est en orbite autour du Soleil la plus proche, ben on le sait, c'est Mercure.
Okay? Donc, c'est sûr que Mercure, comparativement aux autres planètes, c'est elle qui va se trouver là, dans une zone où l'espace-temps est le plus courbé. Donc, c'est elle qui va se faire le moins bien décrire par les équations de Newton. C'est pour ça que les gens se sont juste rendus compte que c'était Mercure là, qui avait un problème dans son orbite puis qui ne respectait pas parfaitement les lois de Newton. Okay? Les autres planètes, c'est sûr que techniquement, tu sais, ils sont dans un espace-temps qui est courbé, mais qui est tellement peu courbé que les équations de Newton décrivent bien leur trajectoire. Okay. Puis quand on dit ça, là, quand on dit là, ah, tu sais, l'orbite de Mercure elle respectait pas ce que la théorie de Newton prédisait, c'était quoi le problème? C'est parce que elle savait pas la bonne forme, c'est parce que ça faisait pas une forme elliptique? Ben, pas tout à fait. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça. C'était quoi la différence entre les deux? Là? Je vais vous le montrer ici. C'était ça comme ça. Donc, l'orbite de Mercure autour du Soleil, dans la théorie de Newton, ce qui était prédit, c'était ça comme ça. Un peu comme on avait déjà discuté avec les lois de Kepler. Là, ça faisait une orbite elliptique. Okay? Le Soleil était à un des foyers. Il y avait un péril, il y avait une aphélie. Okay? Puis il y avait une période qu'on pouvait calculer, une vitesse moyenne, tout ça, avec une excentricité. Okay? Dans la théorie de Newton, c'est que bon, la planète Mercure, elle devait faire juste une ellipse comme ça, qui se répète continuellement. Okay. Alors que dans la théorie d'Einstein, quand on considère la courbure de l'espace-temps, ce que ça donne comme trajectoire, c'est plutôt quelque chose comme ça. Okay. Donc, ça ressemble quand même à une ellipse, okay, en orbite, qui est une trajectoire elliptique autour du Soleil, mais vous voyez que la trajectoire, elle revient jamais tout le temps exactement sur ses pas. Si on laisse fonctionner la petite simulation pendant un certain temps, vous voyez un petit peu ce qui se produit. C'est comme si c'était une ellipse, un peu comme celle-ci, mais c'est comme si l'ellipse elle-même elle tournait, si on veut, autour du Soleil. C'est-à-dire que la position du périhélie, par exemple, elle n'est jamais au même endroit. Au début, le périhélie était là, puis le tour d'après, il est un petit peu à côté, un petit peu à côté, un petit peu à côté. Même chose pour l'aphélie. Fait que c'est vraiment comme si c'était comme une ellipse. Mais cette ellipse-là, elle-même, elle tourne sur elle-même autour du Soleil, si vous voulez. Donc, ici, c'est écrit, là, si vous lisez l'anglais, ça dit que bon, cet effet-là, il est grandement exagéré. On l'a vraiment exagéré, cet effet-là, pour qu'on puisse bien voir la différence entre les deux. Dans la vraie vie, c'est pas si c'est pas si différent que ça, qu'est-ce qui est prédit par Newton, puis qu'est-ce qu'on observe dans la vraie vie. Mais quand même, quand on fait des calculs, on se rend compte que quand on compare les calculs aux observations, on se rend compte que dans la vraie vie, la planète Mercure, elle fait plus quelque chose qui ressemble à ça que quelque chose qui ressemble à ça. En fait, elle fait exactement ce qui est prévu par la théorie d'Einstein et pas exactement ce qui est prévu par la théorie de Newton. Okay. Fait que déjà, avec ce que je viens de vous expliquer, déjà, ça devrait être suffisant, okay, pour vous convaincre de vous dire comme, ok, ben oui, on comprend. Dans le fond, fait que la théorie de Newton, elle fonctionne pas très bien, okay, pour l'orbite de Mercure. Puis la théorie d'Einstein, elle fonctionne bien. Okay. Quand on regarde dans la vraie vie, là, les vraies données expérimentales, on observe tout simplement la vraie orbite de Mercure autour du Soleil. On regarde sa position en fonction du temps et on se rend compte que ça respecte parfaitement bien là, la théorie de la relativité générale d'Einstein, que ça ne respecte pas la théorie de Newton. Fait que déjà, juste ça, ce serait une preuve suffisante, okay, que la théorie d'Einstein est meilleure que la théorie de Newton. Mais, c'est ça. La différence entre les deux, ça reste quand même assez différent, assez subtil. Okay? Mais il y a un autre phénomène que je vais vous expliquer maintenant, qui lui, c'est vraiment là, c'est extrêmement convaincant. Lui, c'est juste hors de tout doute. Là, ça prouve de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus convaincante que la théorie d'Einstein est bonne, puis la théorie de Newton, elle fonctionne pas. Okay. Dans la théorie de Newton, rappelez-vous, là, on parle de la gravitation universelle, là, qui dit que la force de gravité qui agit entre deux objets, c'est la constante de la gravitation universelle de Newton, qu'on appelle le grand G, fois le produit des deux masses, donc fois la masse de l'objet 1 fois la masse de l'objet 2, divisé par la distance r au carré. Okay. Fait que ça, en gros, ce que ça dit, c'est que si vous avez deux objets qui ont chacun une masse et qui sont situés à une certaine distance r sans traçant entre l'un de l'autre, il va y avoir une force de gravité entre les deux. Okay. Imaginons maintenant une situation où un des deux objets, c'est un photon. Okay. Donc, un photon qui passe proche d'un objet massif, qui va être le Soleil dans ce cas-ci. Okay. Ben, un photon, ça n'a pas de masse. Ça a une masse égale à 0. Okay. Donc, selon la théorie de Newton, un photon, comme ça a une masse égale à 0, un photon ne pourra jamais
ressentir de force. Okay? Parce que peu importe, là, même si un photon passe à côté d'un objet qui est extrêmement massif, ben G fois M1 fois M2, 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Okay? Donc selon Newton, un photon ne ressent pas de force de gravité. Un photon ressent toujours une force de 0 Newton. Donc ça veut dire que s'il ne ressent pas de force, il ne peut pas ressentir d'accélération, fait qu'il ne peut pas être dévié. Donc selon Newton, un photon, ça peut toujours juste voyager en ligne droite à vitesse constante. Ça ne peut jamais être dévié de sa trajectoire d'aucune façon. Okay? Pas par la gravité, en tout cas. Parce que c'est ça. De manière gravitationnellement, un photon, ça ressent toujours une force égale à 0, fait que ça ne peut pas être dévié. Einstein, c'est pas ça qu'il dit. Einstein, lui, il parle même pas de force. Il parle même pas de force d'attraction, de force de gravité, rien de ça. Einstein, rappelez-vous, il dit que tous les objets, et les photons aussi, okay, se déplacent en ligne droite à vitesse constante dans l'espace-temps. Mais si l'espace-temps est courbé, parce qu'il y a des masses qui ont courbé l'espace-temps, ben les objets vont juste suivre la courbure de l'espace-temps. Okay. Fait que là, ici, on a deux résultats complètement différents. C'est pas comme ici. C'est pas comme ici, on disait, ah, les deux, tu sais, disent à peu près la même chose, mais il y a comme une petite mini subtilité. Là, c'est complètement deux choses différentes. Okay. Newton, il prédit que, par exemple, si un photon passe près du Soleil, Newton, il prédit que le photon, il va ressentir aucune force. Fait que le photon va juste passer là, en ligne droite à vitesse constante sans être dévié. Alors que Einstein, lui, il prévoit que si un photon passe proche du Soleil, ben, comme le Soleil va courber l'espace-temps, le photon va être dévié, il va suivre la courbure de l'espace-temps. Okay. Dans la vraie vie, on a juste à observer. Qu'est-ce qui se produit dans la vraie vie? Est-ce que les photons qui passent proche du Soleil, là, est-ce qu'ils sont déviés? Oui ou non? Fait que juste en répondant à cette question-là, ça va nous le dire tout de suite, c'est qui a raison entre Newton et Einstein. Puis la vérité, c'est que les photons, ben oui, ils sont déviés quand ils passent proche du Soleil. Okay, ça a l'air bizarre de dire ça comme ça. Comment un photon peut se faire dévier par un objet massif? Okay? Ben, c'est parce que justement, c'est pas la théorie de Newton qui est bonne. C'est vraiment la théorie d'Einstein. Okay? Fait qu'il y a un exemple comme ça qui est expliqué dans votre livre. Fait que je vais juste vous expliquer dans mes mots. Fait qu'imaginez que vous êtes sur la planète Terre. Okay? Puis vous regardez dans le ciel, deux étoiles. L'étoile A et l'étoile B. Quand vous regardez ces deux étoiles-là, il y a un certain angle, là, une séparation angulaire entre ces deux étoiles-là. Okay? Donc on va l'appeler θ. Ce qui arrive, c'est que si le Soleil passe entre la planète Terre et l'étoile B, par exemple, okay? Qu'est-ce qu'on s'attendrait comme à faire comme observation? Ben, selon Newton, lui, il dirait comme l'étoile B, comme le Soleil est situé là, entre l'étoile B et la planète Terre, les rayons qui vont partir de l'étoile B, ils pourront pas atteindre la planète Terre parce qu'ils vont être bloqués par le Soleil. Donc, ce que Newton ferait comme prévision, il dirait, si le Soleil se trouve ici, ben, à ce moment-là, quand on va regarder dans le ciel, on verrait juste l'étoile A, mais on ne verrait pas l'étoile B. Okay. Alors que Einstein, c'est pas ça qu'il dit. Einstein, il dit non, non, non. Il dit si ça se produit, ça, vous allez quand même continuer à voir l'étoile B, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez la voir à un endroit qui est légèrement différent. Okay? Pour vrai, l'étoile B, elle émet plein de rayons dans toutes les directions. Elle émet des rayons par là, par là, par là, tu sais, dans toutes les directions. Comme ça. Nous, ça donne que, comme on est sur la planète Terre, on va voir l'étoile B parce qu'il y a un rayon qui part de l'étoile B, un rayon de lumière là, qui arrive comme ça en ligne droite jusqu'à nous. Puis quand ça arrive là, ça rentre dans nos yeux ou ça rentre dans nos télescopes, et là, ça nous permet de le voir. Okay? Mais l'étoile B émet quand même là, continuellement des rayons dans toutes les directions. C'est sûr que si un rayon qui est émis par l'étoile B puis qui passe par exemple ici, ben ce rayon-là, normalement, il n'atteint pas la Terre, donc c'est pas par ce rayon-là qu'on voit l'étoile, c'est par un autre rayon. Mais c'est sûr que si on prenait un vaisseau spatial puis qu'on envoyait un vaisseau spatial ici ou une sonde, ben là, oui, elle pourrait observer ce rayon-là. Okay. Fait que c'est un peu ça l'idée d'Einstein. Einstein, il dit l'étoile B, elle émet des rayons partout, dans toutes les directions. Fait que c'est sûr que si le Soleil se trouve ici, là, comme en ligne droite, là, entre l'étoile B et la Terre, oui, c'est vrai que les rayons, ben, les photons en fait qui partent de l'étoile B puis qui arrivent ici, ils vont être bloqués, ils ne se rendront pas jusque sur la Terre. Okay? Par contre, ce qu'Einstein dit, c'est qu'il y a d'autres rayons de lumière, d'autres photons qui sont partis dans d'autres directions. Et en particulier, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un photon qui va être parti là, dans cette direction-là. S'il n'avait pas été dévié, si le Soleil n'avait pas été présent ici, là, le rayon, les photons auraient juste continué en ligne droite à vitesse constante et ils seraient passés à côté de la Terre. On les aurait jamais vus, ces rayons-là. Okay? Mais là, ce qui se produit, c'est que ces rayons-là, ces photons-là, ils passent proche du Soleil.
Puis le Soleil, lui, comme c'est un objet qui est très 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 massif, il a courbé l'espace-temps. Donc quand les photons ici vont passer proche du Soleil, ils vont pas continuer en ligne droite, ils vont être déviés, ils vont comme tourner un petit peu, ils vont être déviés de leur trajectoire parce qu'ils vont suivre la courbure de l'espace-temps qui s'est fait courber ici. Et ça va comme changer la direction des photons. Et ces photons-là vont donc parvenir là, à arriver jusque sur la Terre et ils vont entrer dans nos yeux ou entrer dans nos télescopes. Puis là, on va les capter, on va les percevoir. Donc, on va voir une image, on va voir la lumière qui a été émise par l'étoile B. Là, ce qui arrive par contre, c'est que quand nous, on reçoit de la lumière là, sur la Terre, puis que la lumière rentre dans nos yeux ou dans nos télescopes, on ne le sait pas toute l'histoire que la lumière a faite. On ne le sait pas là, si elle a été déviée une fois ou deux fois ou trois fois. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que quand on voit de la lumière qui arrive dans nos yeux, on voit comme une espèce de projection, on voit comme on appelle ça une image virtuelle. Vous en parlerez en physique NYB. Fait que nous, on va avoir l'impression que la lumière a été émise par un objet qui était loin, là, puis qui provient juste comme si la lumière avait été émise en ligne droite. Fait que si nous on voit de la lumière qui arrive comme ça, on va comme penser là, que la lumière a été émise par un point qui se trouve ici. Okay? Donc ce que ça veut dire, c'est que quand cette situation-là va se présenter, au lieu de juste voir l'étoile A et que l'étoile B soit cachée, c'est pas ça qui va arriver, c'est qu'on va continuer de voir l'étoile B, mais sa position apparente va changer. On va voir l'étoile B se trouver comme plus proche de l'étoile A que normalement. Et dans nos observations, à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre à un angle ici, θ', qui est plus petit que l'angle θ qui est là. Ici, l'animation, vous le voyez bien, qu'est-ce que ça donne? C'est que vous avez une étoile. Je vais juste comme tracer un petit rond. Là. Fait que vous voyez, la position de l'étoile, normalement, elle est ici. Puis quand le soleil s'approche de l'étoile, vous voyez que on continue de voir l'étoile. Juste que l'étoile, elle s'est comme tassée un petit peu vers la gauche. Okay? Fait que dans le fond, c'est ça. Fait qu'on voit pas les rayons d'étoiles qui nous arrivent directement dans les yeux. On voit des rayons d'étoiles qui ont comme été émis sur le côté puis qui ont été courbés, mais qui ont changé de direction en passant proche du soleil là, en raison de la courbure de l'espace. Fait qu'on continue de voir l'étoile, c'est juste que sa position apparente va changer. C'est exactement ce qui est expliqué ici. Et ça, c'est ce qui se produit dans la vraie vie. Okay. C'est sûr que, bon, là, il manque une petite information dans le schéma ici, c'est que dans la vraie vie, c'est sûr que si le soleil se trouve entre vous et une étoile, ben, vous ne serez pas capable d'observer l'étoile, parce que si le soleil se trouve entre vous et l'étoile, ça veut dire que vous êtes en plein jour, puis si vous essayez de regarder dans la direction de l'étoile, vous allez voir rien, vous allez être aveuglé par le soleil. Okay? Fait que ce genre d'observation-là, c'est bien particulier. On peut faire ce genre d'observation-là, puis prendre ce genre de mesures-là, juste quand il y a des éclipses solaires sur la planète Terre. Si, mettons, vous avez le soleil qui est là, puis qu'au même moment, la Lune se trouve ici, ben pas là, mais en tout cas, elle va être pas mal plus proche de la Terre. Là. Si la Lune se trouve, bon, je sais pas, par exemple, ici, puis que là, ben, le soleil avec la Lune, ça va projeter un cône d'ombre qui arrive sur la Terre, puis que là, les gens qui sont ici sur la Terre vont être dans une situation où il y a une éclipse solaire. C'est quand une éclipse solaire, on en avait déjà discuté, c'est qu'il fait très noir. Il peut faire, si vous avez une éclipse totale, il va faire noir. Et quand il fait noir, ben, vous allez être capable de voir les étoiles. Et si vous êtes capable de voir les étoiles, ben là, vous allez pouvoir observer la position de différentes étoiles puis se rendre compte de ce phénomène-là. Okay? Fait que c'est une observation qui est très difficile à effectuer parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de la faire, cette observation-là. On peut seulement la faire quand il y a une éclipse solaire totale. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une éclipse solaire totale, là, les observatoires en profitent, là, puis ils font ce genre d'observation-là, puis ça vient confirmer que la théorie de la relativité générale fonctionne bien. Okay. Une autre façon de voir la chose, c'est un petit peu ça. Dans notre analogie un petit peu de l'espèce de feuille en plastique là, déformable, ben c'est ça. Donc le soleil, lui, c'est un objet qui est quand même assez massif. Donc lui, il va avoir courbé l'espace-temps. On peut représenter ça par des petits carrés là, qui sont un petit peu déformés. Et c'est ça. Fait que la vraie étoile, elle est ici. Donc si l'étoile qui a émis des rayons en ligne droite, les rayons qui seraient émis en ligne droite par l'étoile ne vont pas arriver sur la planète Terre. Par contre, il y a des rayons qui ont été émis un petit peu dans une autre direction. Quand ils vont passer proche du soleil, oups, ça va suivre la courbure de l'espace-temps, ils vont être déviés, puis ils vont quand même, malgré tout, arriver jusque sur la Terre. Puis quand ces rayons-là arrivent dans nos yeux ou dans nos télescopes, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme trajectoire, ces rayons-là. Nous, on a juste l'impression que c'est comme s'il avait été mis en ligne droite. Là. Fait que nous, on va voir l'étoile se trouver à cette position-là. Mais pour vrai, ce qu'on voit ici, c'est juste une image. La vraie étoile n'est pas là, elle est là. Mais en déviant, là, les rayons nous ont permis d'observer une image de cette étoile-là.
Okay. Donc, c'est ça. Juste pour, je répète encore, là, ça, c'est un phénomène qui est vraiment observé pour vrai. Okay? C'est vraiment là, un résultat expérimental. C'est une vraie observation qu'on fait dans la vraie vie. Donc, ça prouve, là, hors de tout doute, que quand les photons passent proche du Soleil, ils se font dévier. Okay? Fait que ça vient montrer que la théorie de Newton est pas bonne. Elle décrit pas correctement qu'est-ce qui se passe là, quand des photons passent proche du Soleil, alors que la théorie de la courbure de l'espace-temps d'Einstein, la relativité générale d'Einstein, elle explique parfaitement bien ce qui se produit. Okay. Fait que ça, c'est une preuve pas mal plus peut-être convaincante que ce que je vous avais montré tantôt avec l'orbite de Mercure. Là. Mais en tout cas, ça fait juste prouver une fois de plus que la relativité générale fonctionne bien. Okay. Puis en passant, c'est quand même assez compliqué là, cette explication-là, de dire ah oui, c'est comme l'espace-temps qui est courbé, puis là les photons, ils sont courbés parce qu'ils suivent la courbure de l'espace-temps. On peut se demander comment Einstein a fait pour penser à ça. Ben, il y a eu c'est qu'en fait, il a fait une observation qui lui a un peu mis qui lui a un peu mis la puce à l'oreille, là, qui lui a donné un petit peu l'idée là, de pourquoi peut-être ça devait se comporter comme ça. C'est que Newton a observé un jour là, quelque chose qui. Ben, en tout cas, c'est ça. Il a observé quelque chose un jour qui était ça ici. Okay? Qu'on appelle aujourd'hui la croix d'Einstein. C'est un phénomène qui est devenu célèbre là, parce que c'est Einstein, tout ça. Puis c'est un peu là qu'il y a eu l'idée que l'espace-temps pouvait être courbé. C'est qu'il a observé ce qu'on appelle un quasar. Un quasar, essentiellement, c'est une espèce de galaxie, là, disons ça comme ça. Puis, fait que, dans le fond, il observait ça dans le ciel, okay, au télescope. Donc, 4, ben on faisait 5 galaxies qui étaient situées comme ça. Puis, ce qui était assez étrange, c'est que, premièrement, ces galaxies-là, elles étaient immobiles, dans le sens que les 4 galaxies qui étaient là, n'étaient pas comme en orbite, ils n'étaient pas en train de tourner autour de la galaxie centrale, ils restaient comme ça tout le temps. Ce qui est un peu bizarre, parce que dans la vraie vie, si on avait des objets comme ça, puis qui sont pas en train de tourner en orbite, ben ils devraient juste s'écraser puis faire comme un seul gros objet. Fait que déjà, c'était un peu bizarre qu'ils tournent pas. L'autre chose qui était bizarre aussi, c'est que quand on se mettait à analyser ce qu'on appelle les spectres lumineux, on en reparlera dans les prochaines sections, mais on peut analyser la lumière là, qui est émise par des étoiles ou des galaxies comme ça, et on est capable de tracer des spectres lumineux, puis trouver la température, des choses comme ça. Et normalement, ce qui arrive, c'est que chaque galaxie a un spectre un peu caractéristique, un spectre particulier qui la différencie des autres. Mais ici, quand on regardait ça, c'est qu'on se rendait compte qu'on voit comme 5 points sur l'image. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est que les 5 points ici avaient tous exactement le même spectre. Okay. Fait que ça avait vraiment l'air d'être comme une espèce de copier-coller. Ça avait vraiment l'air d'être comme 5 copies exactes du même objet. C'est comme si on voyait une galaxie, mais au lieu de la voir une fois, on la voyait 5 fois. C'est comme si on voyait 5 images en même temps d'une galaxie. C'est là que Einstein a eu l'idée. Il a dit, peut-être que dans le fond, tout ça, là, probablement que dans la vraie vie, il n'y a pas 5 galaxies qui sont passées comme ça. Probablement qu'il y a juste une seule galaxie. Et probablement qu'il y a quelque chose là, entre la Terre et la galaxie qui va modifier l'image, okay? Qui va modifier les rayons lumineux, la trajectoire des rayons lumineux. Puis nous, quand on va observer ça, on va avoir l'impression qu'il y a plusieurs objets. Et c'est exactement ça qui se produit dans la vraie vie. C'est que nécessairement, ça veut dire que quelque part entre la vraie galaxie et nous, il y a un objet qui est massif. Ça peut être une galaxie, ça peut être un trou noir, ça peut être quelque chose d'autre, ok, qui va avoir tendance à dévier les rayons. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des rayons qui ont été émis par la galaxie, qui sont émis dans toutes les directions. Puis en particulier, il y a des rayons qui auraient en principe jamais dû atteindre la Terre. Des rayons qui sont partis là, dans certaines directions, ils auraient dû normalement passer soit trop haut, ou trop bas, ou trop à gauche, ou trop à droite. Là. Donc ils n'auraient jamais dû atteindre la Terre. Mais en raison de cet objet-là qui a fait une courbure de l'espace-temps, mais ces rayons-là, ils ont été déviés. Puis en étant déviés, ça leur a permis d'atteindre la planète Terre là, selon différents angles et différentes trajectoires. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, quand on regarde dans cette direction-là, on voit pas seulement une galaxie, on en voit plusieurs parce qu'il y a comme plein de rayons, il y a comme plus de rayons que prévu qui ont réussi à courber puis à entrer dans nos yeux puis dans nos télescopes. Donc dans ce cas-ci, dépendamment de la configuration là, de l'objet ici, puis en tout cas, de tout comment sont placés les objets comme ça dans l'espace en 3 dimensions, ça a fait en sorte qu'on voyait comme 5 copies du même objet. Et c'est ça qui a donné un peu l'idée à Einstein là, que peut-être que c'était possible que des photons soient déviés en passant, puis c'est ça qui a eu l'idée d'avoir la courbure de l'espace-temps. Ça a été un petit peu le point de départ probablement de sa théorie.
Donc, ça pour dire que ça, c'est un phénomène qui est assez connu, la croix dans le chaîne, mais ça arrive souvent, ce phénomène-là, dans l'univers. Okay? Fait qu'il faut toujours faire attention quand vous regardez, par exemple, sur les sites, je sais pas, la NASA ou quelque chose comme ça, vous trouvez des images de galaxies ou des amas de galaxies là, sur Internet. Il faut toujours faire attention là, que ce qu'on voit sur la photo, c'est pas nécessairement la réalité. Okay? Ça peut être là, le résultat de plusieurs déformations, de courbures d'espace-temps, puis d'images qui ont été un petit peu déformées. C'est le cas, par exemple, là, je vous en montre un exemple, c'est un amas de galaxies là, qui s'appelle Abel 2218. Okay? C'est un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un groupe de galaxies, fait que c'est plusieurs galaxies qui se trouvent relativement proches les unes des autres. Okay? Mais ici, quand on fait une analyse, on se rend compte qu'il n'y a pas autant de galaxies que ça dans l'amas. Okay? Il y a certaines galaxies qu'on voit plusieurs fois, là, c'est comme des copy-paste, parce que justement, il y a des phénomènes on appelle ça des lentilles gravitationnelles, là, il y a des rayons qui ont été déviés là, par la courbure de l'espace-temps, fait qu'il y a certaines galaxies qu'on voit plusieurs fois. Fait que là, il faut vraiment analyser comme il faut. Fait que si on analyse comme il faut cette image-là, on peut se rendre compte, par exemple, que je sais pas, mettons cette galaxie-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, ils ont toutes exactement le même spectre lumineux. Fait qu'on se dit, ah oui, ok, ben, c'est probablement qu'il n'y a pas vraiment ce nombre de galaxies-là. Il y en a sûrement juste une qui a été, on voit, mettons, plusieurs images de cette galaxie-là. Mettons, on se rend compte que celle-là, celle-là, puis celle-là, puis celle-là, ils ont toutes aussi le même spectre exactement, exactement. Fait qu'en tout cas, il faut comme décoder un petit peu pour voir, pour comprendre ce qui se passe dans la réalité. Fait que ça, faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'on voit une image que nécessairement ça représente exactement la réalité. Des fois, il faut l'analyser un petit peu. Puis on dit, ah oui, tu sais, nous, ce qu'on voit, c'est des images, une espèce comme d'illusion d'optique, là, jusqu'à un certain point. Puis, ok, il faut, tu sais, comme comprendre la réalité, puis ce qu'on voit quand on observe un certain phénomène. Okay. Fait que ça complexifie un petit peu les observations qu'on peut faire au niveau astronomique pour bien comprendre, là, bien départager la réalité de ce que les images semblent nous montrer. Okay. OK. Donc, on a parlé de courbure d'espace-temps, okay, qui fait dévier la lumière. Et dans la relativité, vous savez que quand il y a des phénomènes relativistes, ça va produire certains effets, entre autres là, le ralentissement du temps qu'on avait vu la dernière fois, la section S06A. On avait dit que quand un objet se déplace, là, plus un objet se déplace rapidement, c'est avec cette formule-là qu'on avait dit. On avait dit plus un objet se déplace rapidement, plus que le facteur gamma va être grand. Et plus que le facteur gamma est grand, plus que le temps est ralenti, par exemple. Okay. Ben, quand on a un objet qui est très 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 massif, qui courbe l'espace-temps, ben, il va aussi avoir des effets comme ça qui vont survenir, et entre autres, il va avoir encore le phénomène de ralentissement du temps. Okay. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une région où l'espace-temps est beaucoup courbé, ça va correspondre à un facteur gamma, qu'on va calculer, qu'on appelle le facteur gamma gravitationnel, hein, qui est vraiment créé par la gravité, là, par le fait que l'espace-temps a été courbé par un objet massif, et ça va ralentir le temps. Fait que quand vous êtes proche d'un objet massif, le temps s'écoule à un rythme plus lentement que si vous êtes loin d'un objet massif. Okay. Et comment on fait pour le calculer, là, le temps est ralenti de quel facteur? Ben, on est quand même chanceux parce que si vous comparez les deux formules ici, là, vous allez voir, c'est pratiquement la même formule. Hein, c'est encore un facteur qui s'appelle le facteur gamma. C'est juste qu'ici, on met l'indice gravitationnel pour bien rappeler que ça part d'un phénomène qui est gravitationnel, là, qui est vraiment relié à la courbure de l'espace-temps engendré par un objet massif. Mais la formule comme telle, vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. C'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. La seule différence, c'est que quand on est dans la relativité restreinte, la vitesse ici dans l'équation, c'était véritablement là, une vitesse de déplacement. Dans l'exemple qu'on avait fait, rappelez-vous, c'était les petites soucoupes volantes, là, puis ils se déplaçaient à une certaine vitesse v. Donc c'est vraiment une vitesse de déplacement. Plus qu'on se déplace vite, plus que le temps va ralentir. Ça, c'est dans la relativité restreinte. Ici, dans la relativité générale, la vitesse, ce n'est pas une vitesse de déplacement. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. C'est quoi la vitesse de libération? On va le voir dans quelques instants. Vous allez voir, ce n'est pas une vitesse de déplacement. C'est une vitesse qu'on peut calculer qui nous dit à quelle vitesse il faudrait lancer un objet pour qu'il puisse se libérer du champ de gravité d'un autre objet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la vitesse de libération. C'est la vitesse nécessaire pour se libérer de l'emprise gravitationnelle d'un objet autour duquel on est en train d'être en orbite ou quelque chose comme ça. Okay.
Donc, c'est ça, on va juste faire un petit... on va comme lâcher un petit peu la relativité pendant quelques instants pour aller expliquer c'est quoi la vitesse de libération, puis on reviendra à cette formule-là pour la suite. Okay. La vitesse de libération comme telle, c'est pas quelque chose qui est nécessairement associé là, à la théorie de la relativité générale d'Einstein. La vitesse de libération, c'est quelque chose là, qu'on peut étudier juste en physique classique. Okay? Quand on parle des orbites, là, quand on parle de, mettons, lancer un satellite ou une fusée dans l'espace, c'est des termes c'est quelque chose qu'il faut connaître. Fait que la vitesse de libération, on peut étudier ça, puis faire des calculs, sans nécessairement être en train de parler de relativité générale. C'est comme deux choses un peu différentes. C'est peut-être même, c'est presque même un hasard là, que la vitesse qui intervient ici dans la théorie de la relativité générale, ce soit la vitesse de libération. Parce que la vitesse de libération elle-même, on peut l'utiliser pour comprendre des phénomènes plus classiques. Okay. Mais en tout cas, entre autres, là, quand on étudie justement l'orbite, là, par exemple des satellites, là, mettons l'orbite de la Lune autour de la Terre, ou si on veut lancer un satellite en orbite autour de la Terre, puis que si on veut le mettre en orbite comme ça, il faut le lancer à une certaine vitesse. Okay, pour pas qu'il s'écrase sur la Terre, là, pour vraiment qu'il se maintienne en orbite. Et ça, on peut le faire en utilisant la théorie de Newton. On dit la somme des forces égale à ma, on se met dans un système là, où on a un mouvement circulaire uniforme avec l'accélération centripète là, qui est v carré sur r, si vous vous rappelez de votre cours de physique mécanique. Et en tout cas, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on peut faire des petits calculs et on trouve que cette formule-ci, okay, qu'on appelle la vitesse de l'orbite circulaire, là, v cirque, là, cirque ça veut dire circulaire, c'est la vitesse à laquelle un objet doit aller pour se maintenir sur une orbite parfaitement circulaire autour d'un objet central là, qui a une masse m. Fait que G, c'est la constante de la gravitation universelle de Newton, m, c'est la masse de l'objet central, et r, c'est le rayon de l'orbite. Okay. Fait qu'il y a cette formule-là qui existe, qu'on fait de la physique classique, là, de la physique de Newton. Et fait que c'est ça, la vitesse ici, c'est la vitesse qu'on appelle la vitesse circulaire pour avoir une orbite parfaitement circulaire. Si on lance un objet à une vitesse qui est un petit peu plus grande que la vitesse de l'orbite circulaire, qu'est-ce que ça va faire? Ben, l'objet, il peut se mettre en orbite, okay, parce qu'il va assez vite pour se mettre en orbite. Fait qu'il va pas s'écraser. Il va être en orbite autour de la planète, mais il sera pas en orbite circulaire. Okay? Il va être en orbite elliptique. Et une orbite elliptique, ça a une certaine excentricité. Puis en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la théorie, c'est que ça donne cette équation-là. Okay. Fait que si vous avez une orbite qui est circulaire, l'excentricité c'est 0, et donc ça redevient juste la racine de 1 fois gm sur r, qui est la vitesse pour avoir l'orbite circulaire. Si vous lancez plus vite, ça va vous donner une ellipse qui a une certaine excentricité. Okay. On sait par l'étude des ellipses que l'excentricité maximale c'est 1. Okay. Donc ça veut dire que quand on remplace E par 1 ici, ça fait racine de 1 plus 1 fois gm sur r, donc la racine de 2 gm sur r. Et ça ici, c'est cette formule-là qui correspond à la vitesse de libération. Ça veut dire que si vous lancez un objet à cette vitesse-là, ou même supérieur à cette vitesse-là, un objet va aller comme trop vite. Il ne pourra même pas se mettre en orbite elliptique parce que ça correspondrait à une orbite qui peut pas exister, qui est une orbite plus grande que 1. Fait que ce qui va arriver, c'est que si vous lancez un objet à cette vitesse-là, ou à une vitesse qui est supérieure à ça, c'est ça qu'on appelle la vitesse de libération, parce que ça signifie que l'objet va tout simplement se libérer de la gravité de votre objet central. Fait qu'il va même pas pouvoir se mettre en orbite autour de la planète, il va juste partir dans l'espace, il va se libérer, il va aller très loin sans jamais revenir là, proche de la planète. Okay. Fait que ça, c'est des calculs qui sont relativement faciles à faire. Dès que vous connaissez la masse de l'objet central autour duquel vous voulez vous mettre en orbite et la distance r qu'il y a entre le centre de l'objet et l'endroit où vous voulez que l'objet soit en orbite, par exemple, on peut calculer racine de gm sur r ou racine de 2 gm sur r pour trouver la vitesse de l'orbite circulaire ou la vitesse de libération. Donc, imaginons qu'on se trouve là à la surface de la planète Terre et qu'on veut se demander à quelle vitesse il faudrait lancer un objet pour qu'il soit en orbite, par exemple. On peut faire le calcul ici, c'est assez simple. M, c'est la masse de la planète Terre, on la connaît. Là, si on se trouve à la surface de la Terre, la distance qu'il va y avoir entre le centre de la Terre, puis ici, ça va être juste simplement le rayon de la planète Terre, qu'on connaît aussi. Et on convertit tout ça là, en kilogrammes, en mètres, on fait notre calcul, et ça donne ça. Quand on se trouve à la surface de la planète Terre, là, la vitesse pour avoir une orbite circulaire, c'est 7,91 km par seconde. Et la vitesse de libération, ça correspond à 11,2 km par seconde. Qu'est-ce que ça représente? Ben, j'ai trouvé une petite simulation sur Internet là, qui est
qui est assez cute, qui est assez bien imagé. Fait que ça montre un petit peu qu'est-ce qui se produit. Fait qu'imaginons qu'on est sur la surface de la Terre. Dans la simulation, on suppose qu'il n'y a pas de frottement de l'air. C'est sûr que le frottement de l'air, là, ça ferait on ne pourrait pas lancer un objet à plusieurs kilomètres par seconde en étant dans l'atmosphère parce qu'il y aurait trop de frottement, les objets feraient juste se pulvériser. Mais admettons qu'il n'y a pas d'atmosphère. Okay. Si on lance un objet horizontalement près de la surface de la Terre, disons à 2 km par seconde, imaginez que vous avez un canon là, qui est au sommet d'une montagne puis qui lance des boulets de canon. Ben, si on lance pas assez vite, l'objet va juste s'écraser. Okay, là, j'ai lancé à 2 km par seconde. On pourrait lancer un peu plus vite, là, à 4 km par seconde. Il va aller plus loin, mais il va s'écraser quand même parce qu'on ne l'a pas lancé assez vite. Si on le lance à 6 km par seconde, il va aller plus loin, mais il va s'écraser quand même. Okay. La vitesse pour se mettre en orbite, c'est 7,91 km par seconde. On dit la vitesse circulaire, le v-circ. Fait que si on lance, mettons, à 8 km par seconde, là, l'objet va aller assez vite pour ne pas retomber sur la planète. Donc l'objet va se mettre en orbite, là, presque circulaire. Là, je suis presque exactement à la vitesse circulaire. Et c'est ça qui va arriver. Fait que l'objet va se mettre en orbite circulaire. Si on lance plus fort que ça, disons à 9 km par seconde, qu'est-ce qui va arriver? Ben ça, vous allez avoir une orbite elliptique. Fait qu'à 9 km par seconde, vous lancez l'objet suffisamment rapidement pour qu'il se mette en orbite. Fait qu'il ne va pas s'écraser, il va se mettre en orbite. Mais comme vous voyez, il ne va pas se mettre en orbite circulaire comme on a vu tout à l'heure. Il va se mettre en orbite un peu plus elliptique. Donc, le centre de la Terre, ce serait l'un des foyers de sa trajectoire. Là. Il y aurait le périhélie ici, puis il y aurait l'aphélie qui est là. Okay. Si on lance un petit peu plus fort que ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va se mettre en orbite, mais plus elliptique. Fait que si on lance à 10 km par seconde, par exemple, il va se mettre en orbite. Ça va être une orbite elliptique. Puis là, vous voyez que l'orbite va être une ellipse un peu plus aplatie. Même l'aphélie, on ne le voit pas vraiment. Il est comme plus bas, mais ça va revenir. Si on attend, là, juste, ça sort de l'écran, mais ça va réapparaître dans quelques instants là, dans ce coin-là. Puis ça va juste, vous voyez, ça va continuer une trajectoire. Fait que l'objet est véritablement en orbite. Okay. Plus qu'on le lance fort, plus qu'il va se mettre plus qu'il va avoir une trajectoire qui est de plus en plus elliptique. Okay. Mais il y a une limite à ça. La limite, c'est ce qu'on appelle là, la vitesse de libération. Pour la surface de la Terre, la vitesse de libération, c'est 11,2 km par seconde. Ça veut dire que si vous lancez un objet plus rapidement que 11,2 km par seconde, quand vous êtes à la surface de la Terre, l'objet va aller trop vite pour se mettre en orbite. Fait qu'il ne va pas se mettre en orbite, il va se libérer. Okay. Fait que mettons ici, je vais le lancer à 12 km par seconde. Fait que c'est un peu plus que la vitesse de libération. Et là, vous allez remarquer, si on lance l'objet, qu'est-ce qui arrive? Il ne se met pas en orbite. Il va juste s'échapper dans l'espace. C'est ce qui était écrit d'ailleurs ici. L'objet ne va jamais revenir. L'objet est juste parti là, dans l'espace. Il va aller là, il va se rendre jusqu'à l'infini. Il va jamais revenir. Okay. Si on lance encore plus fort que ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, il va encore juste se libérer. C'est juste qu'il va partir comme... Il va être même moins dévié. Si on le lançait à, mettons, 100 km par seconde, il partirait pratiquement juste en ligne droite comme ça. Okay? Mais dès que vous le lancez à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de libération, l'objet va juste quitter, là. Il va pas se mettre en orbite. Il va se libérer complètement de la gravité de l'objet qui essaie de le retenir. Fait qu'il va juste se libérer complètement du champ gravitationnel terrestre, puis il va aller juste se perdre comme ça là, à l'infini dans l'espace. Donc, fait que c'est ça. Comme je disais, la vitesse de libération, c'est quelque chose, ça a une signification physique, là, ça intervient souvent là, quand on fait l'étude des orbites. Okay? Fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement toujours relié là, à la relativité générale et à la courbe de l'espace-temps. C'est une formule, comme plusieurs autres, qu'on utilise pour décrire les trajectoires là, des satellites. Mais comme un peu par hasard, là, ça donne que la vitesse de libération intervient aussi dans la formule pour calculer le facteur gamma gravitationnel. Okay. Puis, quand on y réfléchit, ça a un certain sens parce que la vitesse de libération, son équation, on le sait, c'est quoi? C'est ça ici. Et ça dépend de deux choses. Ça dépend de la masse de l'objet central près duquel vous vous trouvez, et ça dépend de la distance r à laquelle vous vous trouvez de cet objet-là. Okay. Fait que, qu'est-ce qui fait la courbure de l'espace-temps? Ben, c'est exactement ces deux choses-là. Hein. C'est plus qu'un objet est massif, plus qu'il va courber l'espace-temps. Et ça dépend aussi à quelle distance que vous trouvez de cet objet-là. Si vous vous trouvez proche de l'objet, ben, la courbure de l'espace-temps va être plus grande. Si vous vous trouvez loin de l'objet, la courbure de l'espace-temps va être plus petite. Okay? Donc, dans le fond, la grandeur de la vitesse de libération est directement reliée à la grandeur du facteur gamma. Plus que vous avez une grande vitesse de libération, plus que le facteur gamma gravitationnel va être grand. Okay. Donc, c'est ça. C'est pour ça que cette formule-là se retrouve là, ici
dans la formule du facteur gamma gravitationnel. Et aussi, vous avez certaines valeurs. Okay? Fait que vous avez, par exemple, quand vous êtes à la surface de la planète Terre, la vitesse de libération, c'est 11,2 km par seconde, comme on vient de le mentionner. À 11,2 km par seconde, si vous remplacez là-dedans et vous faites les calculs, ça donne un facteur gamma qui est pratiquement égal à 1. Okay? Ça veut dire que quand on est sur la surface de la Terre, là, notre temps s'écoule là, presque au rythme normal. On peut considérer là, que le facteur gamma gravitationnel vaut 1 puis qu'il n'y a pas vraiment d'effet de ralentissement du temps. Par contre, si vous allez à la surface d'objets qui sont de plus en plus massifs, comme des naines blanches, des étoiles à neutrons, des trous noirs, là, vous commencez à avoir des facteurs gamma gravitationnels qui sont un peu plus importants. Okay? Et là, le temps va véritablement être ralenti. Puis même, là, on en reparlera quand on parlera des trous noirs, là, mais à la surface d'un trou noir, le temps serait infiniment ralenti, donc le temps serait juste arrêté complètement. Voilà, fait que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir là, pour la relativité générale dans notre cours d'astrophysique. C'est sûr que la relativité générale, c'est beaucoup plus complexe que ça peut expliquer plein de phénomènes, mais nous, ce qu'on étudie dans le cadre de notre cours d'astrophysique, c'est ce qui est relié à la gravité. L'effet gravitationnel, c'est vraiment la courbure de l'espace-temps qui crée du ralentissement du temps avec cette équation-là. Okay. Donc, si vous vous rappelez, là, à la section S06, on avait fait un petit exemple d'un exercice que j'avais créé. Je vais juste changer ma couleur de stylo. Okay. On a fait un petit exercice, j'avais appelé ça une expérience de relativité restreinte. Là, et c'était Newton et Einstein qui étaient chacun dans une soucoupe volante, puis ils se déplaçaient à vitesse constante, puis là, on regardait qu'est-ce qui se produisait. Et c'est ça. Fait ici, ça va être un autre genre d'expérience. Ici, ça va être une expérience de relativité générale. Okay. Qui va faire intervenir, bien sûr, l'équation avec le facteur gamma gravitationnel qu'on vient de discuter ici. Okay. Donc, l'idée, c'est ça. Fait que vous avez encore une fois Newton et Einstein. J'ai gardé les deux mêmes personnes. Newton, lui, est encore dans sa petite soucoupe volante. Okay. Et il est immobile. Il n'est pas en train de se déplacer à une certaine vitesse. Il est juste comme, on va dire, stationné dans l'espace. Il est immobile. Okay. Et Newton, il est très loin dans l'espace, fait qu'il n'est pas proche d'une étoile, il n'est pas proche d'une planète, fait qu'on peut supposer qu'il se trouve dans un endroit où l'espace-temps n'est pas courbé. Donc, il se trouve à un endroit où la vitesse de libération est égale à 0. Et quand la vitesse de libération est égale à 0, là, si on fait le calcul dans la formule ici, c'est facile de voir que ça donne 1. Donc, il se trouve à un endroit où le facteur gamma gravitationnel est égal à 1. Ça veut dire que son temps n'est pas ralenti. Son temps s'écoule à un rythme tout à fait normal. Okay. Par contre, Einstein, lui, ce qui arrive, c'est que il n'est pas dans sa soucoupe volante, fait qu'il est vraiment immobile, okay? Mais il se trouve à la surface d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, vous ne savez pas encore c'est quoi, c'est pas grave, on va en discuter plus tard là, dans la session. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est un objet qui est très massif et très compact. Okay? Donc, par exemple, une étoile à neutrons typique pourrait avoir une masse comme ça, là, quelque chose fois 10 à la 30 kg. Donc, environ la même ordre de grandeur que le Soleil. Là. Ici, dans mon exemple, ça correspond à 3,5 fois la masse du Soleil, mais qui a un rayon seulement de 11 km. Okay? Ce qui est excessivement petit. Okay. Une étoile à neutrons, c'est ça, c'est que c'est très compacté, c'est très concentré. C'est un objet qui est très petit, mais qui a une masse énorme. Okay. Et des genres d'objets comme ça va courber beaucoup l'espace-temps. Okay. Et on va même s'en rendre compte quand on va faire les calculs. Fait qu'imaginons qu'Einstein est debout comme ça à la surface d'une étoile à neutrons. Bon, c'est sûr que c'est une situation imagée dans la vraie vie. Une personne qui serait comme ça à la surface d'une étoile à neutrons, elle pourrait pas survivre, elle serait juste comme complètement écrasée là, par la gravité. Puis en plus, il n'y aurait pas d'air. En tout cas, bon, il y a plein de problèmes, on comprend, mais c'est juste comme ça, là, de manière hypothétique. Donc, ce que je vous demande, premièrement, c'est qu'avec les valeurs que je vous donne là, connaissant le rayon de l'étoile à neutrons et connaissant la masse de l'étoile à neutrons, je vous demande premièrement de calculer c'est quoi la vitesse de libération à l'endroit où se trouve Einstein, donc à la surface de l'étoile à neutrons. Pour savoir ça, pour calculer ça, on va utiliser tout simplement la formule de la vitesse de libération, c'est racine de 2gm sur r. M, c'est la masse de l'objet qui va créer la courbure, là. Donc on la connaît. Et R, c'est le rayon, c'est la distance centre à centre là, entre le centre de l'objet jusqu'à la distance, jusqu'à l'endroit auquel vous voulez calculer la vitesse de libération. Einstein lui se trouve à la surface de l'étoile à neutrons, donc la distance R, ça va être ça ici. Ça revient à être tout simplement le rayon de l'étoile à neutrons. Okay. Faut mettre ça en système international, en kilogrammes et en mètres. Donc le 11 km, là, je l'ai converti en mètres, c'est 11 000 mètres. Et si on fait le calcul, ça donne une vitesse de libération qui est égale à ça ici, donc une vitesse qui est
très très proche de la vitesse de la lumière, 2.9 fois 10 à la 8 mètres par seconde, alors que la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Fait que ça correspond à 96,2% de la vitesse de la lumière. Ça, c'est pour le numéro A. Numéro B, je vous demande de calculer le facteur gamma gravitationnel qui correspond à cette vitesse de libération-là. Quand on fait le calcul, ben on utilise l'équation du facteur gamma gravitationnel. Fait que c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, mais la vitesse qui est ici, c'est la vitesse de libération. Et quand on fait le calcul, ça donne 4. Okay, donc ça donne un facteur gamma gravitationnel qui est égal à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet endroit-là, l'espace-temps est courbé de manière à ce que l'espace-temps est courbé, puis ce que ça va avoir comme effet, c'est que le temps va s'écouler 4 fois plus lentement à cet endroit-là, parce que par les effets de la relativité générale. Okay. Et ce que je vous demande, c'est d'écrire là ce que chacun des deux hommes va voir en regardant l'autre. Okay. Fait que ici, là, en fait, imaginons que les deux hommes se font des bye-bye, ils s'envoient la main là, à un certain rythme. Okay. Fait qu'on va juste résumer ce qui arrive. Là. Newton il est dans une situation où il y a un facteur gamma gravitationnel est égal à 1. Et Einstein, lui, est dans une situation où il y a un facteur gamma gravitationnel est égal à 4. Okay. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Il faut penser à plusieurs choses. Okay? Comme on avait déjà mentionné auparavant dans la section S06A, une personne ne peut jamais se rendre compte qu'elle est au ralenti. Okay? Parce que si une personne est ralentie, comme par exemple Einstein, okay, ce qui va arriver, c'est que oui, il est ralenti, il va faire son bye-bye, sa main va bouger 4 fois plus lentement, mais lui, tout son corps et même son cerveau va fonctionner 4 fois plus lentement. Fait que lui, il va se rendre compte de rien, il va avoir l'impression qu'il est tout à fait normal. C'est quand il va regarder les autres personnes, quand il va regarder Newton, qu'il va trouver que Newton est un peu bizarre. Okay. Mais rappelez-vous qu'on avait fait le truc avec la relativité restreinte, quand on avait les deux personnes, quand les deux étaient dans leur vaisseau spatiaux là, puis se déplaçaient avec des vitesses constantes, on s'est rendu compte que les effets étaient parfaitement symétriques. C'est-à-dire que Newton, lui, se trouvait normal. Quand il regardait Einstein, il trouvait que Einstein allait 4 fois plus lent. Puis Einstein, c'est la même chose. Einstein disait qu'il était normal. Quand il regardait Newton, il voyait Newton aller 4 fois plus lentement. En relativité restreinte, c'est comme ça. Les effets sont réversibles parce que ce qui cause l'effet, c'est juste des vitesses, qui sont des vitesses constantes. Et ce qu'on avait discuté, c'est qu'on peut toujours dire que nous, dans notre référentiel, c'est comme si on était immobile et que c'est tous les autres objets qui se déplaçaient. Fait que c'est pour ça que c'était inversé parce qu'on peut toujours considérer que nous, dans notre référentiel, on est immobile, notre vitesse est égale à 0 et ce sont les autres qui se déplacent. Mais en relativité générale, on ne peut pas faire cette inversion-là parce que ce qui crée le phénomène, c'est la courbure de l'espace-temps. La courbure de l'espace-temps, elle est créée par un objet massif. Okay? Fait que Newton, lui, il peut dire moi, j'ai pas de courbure d'espace-temps. Moi, je suis à un endroit où il n'y a pas de courbure. Là. Je suis pas proche d'un objet massif. Einstein, lui, il l'est. Fait qu'Einstein, lui, va être ralenti. Mais Einstein, il peut pas faire ça. Einstein, il peut pas dire non, moi, je suis dans un endroit où l'espace-temps est pas courbé, puis c'est toutes les autres qui ressentent la courbure de l'espace-temps. Ben, non. Okay? Parce que là, c'est véritablement lui là, qui est près de l'objet qui va courber l'espace-temps. Fait qu'il n'y a pas d'inversion possible dans ces phénomènes-là. Fait que ce que les deux hommes vont voir en se regardant l'un l'autre, ce sera pas pareil, ce sera pas l'équivalent, ce sera pas une espèce de symétrie miroir là, comme c'était le cas en relativité restreinte. Okay. Mais par contre, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que chacun des deux va toujours trouver que lui, il est parfaitement normal. Okay, c'est juste quand il va regarder l'autre qu'il va observer quelque chose d'un peu spécial. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui va arriver. Okay. Selon Newton, selon Newton, il va dire que il est tout à fait normal. Fait que lui, il va se dire, là, moi j'envoie ma main, puis moi je bouge normalement à un rythme normal. Et quand j'observe Einstein, je vois Einstein qui est ralenti d'un facteur 4. Fait que je vois Einstein là, qui m'envoie la main, là, mais il bouge, il est ralenti d'un facteur 4. Fait que je dis c'est comme s'il allait à la vitesse là, au 0.25, un quart. Il bouge 4 fois plus lentement. Okay. Selon Einstein, qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai là, que de manière absolue, là, Einstein il est ralenti d'un facteur 4. Okay. Sauf que lui, Einstein, il va pas se voir ralentir d'un facteur 4. Einstein, il va se voir bouger normalement à cause de ce qu'on a déjà expliqué là, pour le fonctionnement de son cœur, son cerveau, son corps, tout ça, ses perceptions. Fait que lui, il va dire qu'il bouge, qu'il est normal. Okay. Mais quand il va observer Newton, là, vous voyez, il va voir Newton bouger 4 fois plus lentement. Fait qu'il va comme voir Newton y envoyer la main là, 4 fois plus vite. Okay. Fait que vous voyez que l'effet n'est pas symétrique.
Okay? Newton il dit qu'il est normal. Quand il voit Einstein bouger plus lentement. Puis quand Einstein regarde Newton, Einstein voit Newton bouger 4 fois plus rapidement. Okay? Donc vous voyez, c'est pas symétrique les effets. C'est normal, l'effet peut pas être symétrique parce que la nature même du phénomène est pas symétrique. Okay? La nature du phénomène, ce qui crée le ralentissement du temps, c'est vraiment la courbure de l'espace-temps. Fait qu'il y a pas on peut pas dire moi je suis à vitesse constante, moi je suis immobile, c'est les autres qui se déplacent à vitesse constante. On peut pas faire ça. Okay? Donc là, l'effet n'est vraiment pas symétrique. Mais ce qui est quand même cool, c'est que ce qui reste toujours vrai, c'est que chaque personne, dans son propre référentiel, va toujours considérer qu'elle est normale. Fait que Newton, lui, il trouve que lui, il bouge normalement, à un rythme normal. Einstein aussi, il trouve qu'il bouge normalement, là, à un rythme normal. La relativité, c'est comme ça, c'est que vous pouvez jamais vous rendre compte vous-même que vous êtes en train de subir des effets de la relativité. Vous allez toujours trouver que vous êtes normal. C'est vraiment juste quand vous allez regarder les autres personnes qui sont dans d'autres référentiels que vous, que là, vous allez les trouver bizarres. Okay? Et fait que malgré le fait que les deux hommes ne voient pas la même chose, Newton se voit normal et dit que il voit Einstein bouger 4 fois trop lentement. Einstein dit qu'il est normal et il voit Newton bouger 4 fois trop rapidement. Okay? Fait que malgré le fait que les deux personnes voient des choses différentes, on remarque que quand même, peu importe, l'affaire qui reste toujours vraie, c'est que mettons, je sais pas là, Einstein par rapport à Newton va toujours être 4 fois plus lent. Fait que soit on dit que lui, il va à la vitesse normale, lui va à la vitesse 0.25, ou on dit que lui, il va à la vitesse normale, puis que lui va à la vitesse 4, mais peu importe comment on regarde ça, quand on compare les deux, là, la seule chose qui est immuable, puis qui reste vraie, c'est que Einstein, il est 4 fois plus lent que Newton. Okay? Peu importe qui vous considérez comme normal par rapport à l'autre, mais quand vous regardez ça, c'est toujours vrai que Einstein va être 4 fois plus lent que Newton. Parce que au niveau de l'univers, il se trouve un endroit où l'espace-temps est 4 fois plus courbé que à l'endroit où se trouve Newton. Okay? Puis même si on avait un autre observateur qui était pas Newton, qui était pas Einstein, mais quelqu'un d'autre, un extraterrestre qui passe en vaisseau spatial ou qui est à la surface d'une autre planète, peu importe, là, quand il va regarder Newton puis Einstein, il va voir des vitesses différentes, là, mais il va toujours voir que Einstein il est 4 fois plus lent que Newton. Okay. Voilà. Fait que ça montre un petit peu la différence qu'il y a entre la relativité restreinte et la relativité générale. Donc la relativité restreinte, les effets sont symétriques, alors que dans la relativité générale, les effets ne sont pas symétriques, parce que la nature du phénomène n'est pas symétrique non plus. Okay. Et une dernière petite chose que je voulais vous dire, là, je vous avais promis là, quand je faisais la section S06 que j'allais vous montrer un exemple là, de la vie de tous les jours qui est en fait les GPS et qui vous montre que la relativité générale, elle s'applique. Okay? Fait que c'est juste pour renforcer un peu l'idée que la relativité, c'est pas juste une espèce de théorie comme ça dans les nuages, là, puis on se dit, ah, ouais, que c'est une belle théorie, mais que ça, c'est pas prouvé, là, ça a plusieurs preuves, okay? Entre autres, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait que les photons là, ils sont déviés quand ils passent proche du Soleil. Mais un autre exemple que vous savez probablement pas, je vous explique quelque chose que vous êtes probablement pas au courant, mais je veux juste vous dire que dans la technologie GPS, qu'on utilise là, très souvent, à chaque fois que vous prenez votre voiture, là, vous utilisez probablement votre GPS, sur vos cellulaires aussi, sûrement vous l'avez, là, la localisation GPS. La localisation GPS, elle fonctionne bien parce que on effectue les calculs de relativité et on tient compte des effets de la relativité. Okay. Donc, ici, j'ai trouvé une image belle là, sur Internet. C'est dans le fond, c'est Einstein qui dit que, justement, là, mettons, un objet massif, une étoile ou une planète, là, va courber l'espace-temps. Et dépendamment de à quelle distance allez-vous trouver de cet objet massif-là, vous n'aurez pas la même courbure de l'espace-temps. Donc, le rythme d'écoulement du temps va être différent. Fait que deux horloges là, qui sont situées à deux endroits différents n'auraient pas le même rythme d'écoulement du temps. Okay. Fait que, par exemple, si je vous disais, là, mettons que vous êtes sur la planète Terre, puis on est à deux endroits. Il y a une horloge qui est à la surface de la planète Terre, puis il y a une deuxième horloge qu'on va appeler B qui est plus haut dans le ciel, un peu, mettons, en espace, dans l'espace. Okay? Puis là, ce qui va arriver, c'est que si je vous demande laquelle des deux horloges ici va tourner le plus lentement. Ben, d'après ce qu'on a dit, c'est que la planète Terre, c'est un objet qui est massif. Donc la planète Terre, elle va courber l'espace-temps.
Okay? Et la façon de savoir comment le temps va être ralenti, c'est que quand vous êtes proche d'un objet massif, la vitesse de libération, si on fait le calcul, ça va être plus grand. Une grande vitesse de libération donne un plus grand gamma gravitationnel, puis un grand gamma gravitationnel correspond à un temps qui est plus ralenti. Fait que c'est sûr qu'entre l'horloge A et l'horloge B, c'est sûr que c'est l'horloge A qui va tourner plus lentement, parce que l'horloge A, elle se trouve dans un endroit où l'espace-temps est plus courbé que l'endroit où se trouve B. Donc si on pouvait reproduire cette situation-là, si on pouvait comme observer en même temps une horloge qui se trouve à la surface de la planète Terre puis une horloge qui se trouve dans l'espace ici, on verrait que l'horloge A tourne plus lentement. Okay? Pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Okay? Et ça que je voulais vous dire, c'est que dans le fonctionnement des GPS, donc les GPS, sans trop entrer dans le détail, là, mais tu sais, vous savez probablement pas trop comment ça fonctionne, mais c'est un réseau de satellites. Okay? C'est plusieurs satellites qui sont en orbite autour de la planète Terre, et ces satellites-là envoient continuellement des signaux. Et vous, peu importe où vous vous trouvez sur la planète Terre, comme il y a quand même 24 satellites, là, vous allez tout le temps recevoir les signaux de plusieurs satellites. Okay? Et les satellites, là, ils sont à 20 000 km d'altitude. Okay. Donc, ils sont quand même assez loin là, dans l'espace, si vous voulez. Et ce qui va arriver, c'est que comme on habite dans un espace-temps qui est à 4 dimensions, on a besoin de recevoir au minimum les signaux de 4 satellites simultanément. Ce qui est pas mal toujours le cas, parce que comme je disais, 24 satellites, là, ça en fait quand même beaucoup. Fait que peu importe où vous êtes, là, vous avez toujours au moins capté là, 4 signaux en provenance de 4 satellites. Pourquoi ça vous en prend 4? Parce que justement, on habite dans un espace-temps, rappelez-vous, qui est en 4 dimensions. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est que on a besoin de recevoir 4 informations en même temps. C'est comme si on avait un système mathématique là, qui correspond à 4 équations, 4 inconnues. Et si vous avez un système de 4 équations, 4 inconnues, vous allez être capable de faire des calculs, de résoudre des équations, puis de trouver là, les 4 coordonnées, donc la position x, y, z, qui va dire votre position exacte sur la planète, et le temps qui est comme utilisé dans les calculs. Là. Nous, quand on regarde pour le positionnement GPS, c'est juste la position qui nous intéresse, mais bon, le temps rentre aussi dans les calculs. Et ce que je voulais dire, c'est que pour que ça fonctionne, cette affaire-là, évidemment, il faut que les calculs soient précis et que les données soient précises. Et justement, pour avoir le niveau de précision qu'on est capable d'atteindre, ben, c'est que on le sait que sur la planète Terre, le temps passe plus lentement que dans les horloges qui sont dans les satellites. Ici, les satellites, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils émettent, dans le fond, continuellement leur position et le temps. Fait que, mettons, ils disent, OK, là, il est telle heure, moi, je me trouve actuellement à tel endroit autour de la planète Terre, puis là, ils envoient ça comme ça. Ils envoient continuellement leur position, puis le temps. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que quand ce qu'on appelle un GPS là, que vous avez dans votre téléphone ou dans votre voiture, en fait, c'est un récepteur GPS. Vous allez recevoir les signaux qui ont été émis par les récepteurs. Et à l'intérieur de ce petit appareil-là, il y a un petit algorithme qui fait des calculs. Et dans cet algorithme-là, il y a une correction qui est appliquée pour tenir compte justement du fait que les horloges dans les satellites ne s'écoulent pas au même rythme que l'horloge interne dans votre petit appareil qu'il y a là. Okay. Et si on faisait pas ces calculs, si on faisait pas ces corrections-là, les corrections dues à la relativité générale, le système de GPS, il fonctionnerait quand même, c'est juste qu'il serait beaucoup moins précis. Okay? Il serait capable de vous donner votre position peut-être à plus ou moins 200 mètres ou à plus ou moins 300 mètres. Fait que ça serait quand même déjà bien. Là. Ça pourrait, vous sauriez par exemple vous êtes dans quelle ville ou dans quel quartier, quelque chose comme ça, mais ce serait pas assez précis pour vous indiquer par exemple là, quand vous prenez en voiture, ça serait pas assez précis pour vous dire, OK, prochain coin de rue, tournez à gauche, prenez la prochaine sortie, quelque chose comme ça. Et en tenant compte des effets de la relativité, puis en tenant compte du fait que le temps s'écoule pas au même rythme, on est capable de calibrer ça bien comme il faut, puis d'avoir une précision qui est à peu près là, à plus ou moins 10 mètres, puis même, la technologie évolue de plus en plus, c'est rendu même plus précis que ça. Okay. Mais en tout cas, c'est juste ça que je voulais vous dire comme exemple. C'est quand même cool de savoir, là, parce que j'imagine probablement vous le saviez pas, mais moi je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même cool de réaliser que, tu sais, dans une technologie qu'on utilise couramment, là, les GPS, c'est quelque chose qui, c'est bien commun, là. On n'est pas en train de parler d'une technologie secrète de l'armée ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est quand même assez commun. Ben, même dans une technologie très commune que bien des gens utilisent à chaque jour, là, ben, il y a
de la relativité. Les effets de la relativité sont pris en considération. Donc, ça fait juste vous démontrer une fois de plus que la relativité, c'est vraiment quelque chose qui marche pour vrai. C'est pas juste une théorie comme ça dans les nuages. C'est quelque chose qui existe pour vrai. C'est un vrai effet qui se produit pour vrai dans notre univers. On l'a observé cet effet-là, on l'a compris, puis même on est capable de le mettre à profit, de le considérer. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'atteindre une précision bien meilleure, là, entre autres pour les GPS, puis dans plein d'autres de phénomènes, de machines ou d'engins, de technologies qu'on construit. Donc voilà, fait que ça fait le tour de la section S6. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.